Lecture dédiée aux libertaires devenus libéraux. Guy Hockenheim, lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Albin Michel, 1986, à Roland. Épigraphe. Quand tant de jeunes ambitions sont parties à pied et se sont toutes donné rendez-vous au même point, il y a concurrence de volonté, misère inouïe, luttes acharnées. Dans cette bataille horrible, l'égoïsme le plus violent ou le plus adroit gagne la victoire. L'exemple est envié, justifié, malgré les cris aigris. Balzac, une fille d'Ève. Simon-Pierre était là à se chauffer. Ils lui dirent « N'es-tu pas toi aussi de ses disciples ?» Lui nia et dit « Je n'en suis pas. » Évangile selon saint Jean. « Rentrez chez vous, dans 10 ans vous serez tous notaires. » Marcel Jouandeau, aux manifestants de mai 68. Qu'avons-nous fait qui supporte la comparaison ? Bientôt nous serons de vieux ringards, les uns hargneux comme moi, les autres se repaissant de leur médiocrité et étalant leur suffisance dans les lucarnes qui ne clignoteront plus qu'à Paris, tandis que dans le monde, l'ancienne génération demeurera glorieuse. F. Georges dans le dossier Sartre. Le débat, mai 1985. Renier, 2 points. Déclarer contre la vérité qu'on ne connaît point une personne, une chose. Refuser de reconnaître comme tel. Renier son fils. Désavouer, renier sa famille. Renoncer à, abjurer. Renier sa religion. Petit Larousse. Il n'y a plus d'avant-garde, peut-être, mais il y a 36 looks pour un seul homme. Actuel, 1985. Il n'est pas indifférent que quelqu'un comme André Glucksmann, dont le cheminement politique n'est pas solitaire mais solidaire d'une génération, prenne telle position. En ce sens seulement, l'entreprise est réactionnaire. Il faut revenir à l'Europe, retrouver et refaire vivre certaines valeurs de l'Occident. Libération, 24 novembre 1983. Ici, la légitimité ne se conquiert qu'à l'aide d'un passé récusé. Jean Edernalier, Bréviaire pour une jeunesse déracinée. C'est, paraît-il, un des héritages de 1968. Ils apprécient particulièrement le look branché et aiment à faire la fête. Bref, ils sont des post-68ards. Le Figaro, rendant compte de vous et les Français, de B. Catelain. Le verbe est loi, l'idéologie poussière, le cynisme sublimé, la vie spectacle et l'univers forcément mis en scène. Argent, pouvoir, influence, succès et gloire. La gloire comme une aube qui balaie et aveugle la foule des obscurs, des sans-grades, des insectes gris et malhabiles. Libération, dans un article à la gloire de Yves Mourouzi, 27 septembre 1985. Méfiez-vous des rêves de jeunesse, ils finissent toujours par se réaliser. Goethe, cité par Michel Tournier, La Goutte d'Or. Adresse à une génération repentie. Chers ex-contestataires, le retour de la droite ne vous rendra pas votre jeunesse, mais c'est bien la gauche au pouvoir qui vous l'a fait perdre, définitivement. Ce fut sous Mitterrand que vous vous êtes normalisé, et sous Fabius que vous avez viré votre cutie. Pour devenir les néo-bourgeois des années 80, les Mao-gauchos contestos crachant sur leur passé ont profité de l'hypocrisie nationale que fut le pouvoir socialiste. Sous lui, ils s'installèrent dans tous les fromages. Plus que personne, ils s'engouinfrèrent. 2 reniements ainsi se sont alliés, celui des ex de mai 68, devenus conseillers ministériels, patrons de choc ou nouveaux guerriers en chambre, et celui du socialisme passé, plus à droite que la droite. Votre apostasie servit d'aiguillon à celle de la gauche officielle. Mai 68, mai 86. Vos carrières ont atteint leur majorité. Le moment est venu d'en faire le bilan. Vous aimeriez bien y échapper. Tout s'est passé et passe si vite. Mais j'y tiens à ce double bilan, celui de 18 ans d'ex-gauchisme et celui de 5 ans de gauche. Passé déjà démodé, vous le condamneriez volontiers à l'oubli. Mais pour éviter que vous vous refassiez sous la droite ou la cohabitation une virginité, ce livre vous mettra le nez dans votre merde, vous renverra à la face vos ignominies récentes. Car la vraie restauration, ce n'est pas le retour de Chirac ou de Barre, ce fut le règne de Mitterrand Ier, sous lequel, grâce à vous, éternels ex devenus Père Joseph des ministres, tous les conformismes, tout ce qui avait été critiqué, contesté depuis 20 ans, est revenu sur le devant de la scène, le culte de l'arrivisme, de la bombe, de la raison d'État et du fric.
Paradoxe bien connu, c'est la gauche qui a procédé à la dévaluation généralisée de l'utopie. Baudrillard l'avait expliqué, si le socialisme s'installe sans coup férir, ce n'est pas tant qu'il a vaincu la droite, c'est que tout l'espace a été balayé devant lui par le reflux des forces vives. Fin de citation. Comme disait l'Express, la victoire de la gauche a bien sonné le glas de la pensée socialiste, du rêve écologique aussi. Vous fûtes les opérateurs de cette mise à plat. Quels qu'aient été vos ralliements successifs, les nouveaux philosophes à Giscard en 78, les libés actuels à Mitterrand en 81, et demain à la cohabitation à Barre ou autre, c'est avec le PS que vous avez réellement scellé le pacte maudit. C'est à la modernisation fabiusienne que vous avez vendu votre âme, sous prétexte bien sûr de changer, de se modeler sur la mode, mais plutôt simplement parce que l'occasion était trop belle. Dans le socialisme au pouvoir, c'était le pouvoir qui vous attirait. Puisque la cour était de gauche, vous jouiez aussi sur un semblant de continuité. Fidélité apparente, reniement et beurre étaient du même côté de la tartine. Quelle chance! Hasard de l'histoire. Vous vous seriez tout aussi bien rallié à Giscard s'il avait gagné en 1981. Et le ralliement aurait probablement été moins odieux, moins agressif. L'homme de droite qui freine et modère son électorat est moins haïssable que l'homme de gauche type Mitterrand et Ernu, qui a exacerbé chez le sien, avec votre appui, les réflexes réactionnaires, xénophobes, guerriers, néoconformistes. Mieux vaut la vieille droite que la néo-droite de gauche, qui a montré grâce à vous, ex-gauchos passés à l'autoritarisme réaliste, la dureté des néophytes. Bref, vous vous reconvertirez sans peine, je vous fais confiance. Libération, cette pravda des nouveaux bourgeois, saura aussi bien câliner les nouveaux gouvernements que l'ancien. L'important pour vous n'est pas d'être de droite ou de gauche, mais d'être du côté du manche. D'où votre goût à présent pour le consensus des réactions, PS, RPR ou UDF. On ne tire pas sur une ambulance, mais on autopsie un cadavre. Pour disséquer la dictature défunte des opportunismes conjugués entre Fabius et ex-Mao, qui nous a gouvernés depuis 5 ans, j'ai patienté jusqu'à la fin de la comédie. Pour éviter de participer à la redistribution des cartes, évidente depuis des mois, j'ai préféré attendre qu'elle soit accomplie. Je ne voulais entrer en aucune querelle politicienne, ni aider, si peu que ce fût, à un retour des droitistes. Les alternances politiques m'indiffèrent. Ce qui est en question ici ne s'y ramène pas. Ce serait plutôt une question de génération. Une génération qui inaugure la rencontre entre la gauche et le capitalisme, entre la technologie et le rêve, entre le business et la création, comme l'écrivait l'un de vos journaux subventionnés, Globe. Individualisme et réussite, responsabilité de génération, fanfaronne de son côté, actuel. Génération. Pendant des années, je m'étais juré à moi-même de ne pas prononcer ce mot. Il me répugne d'instinct. Je n'aime pas l'idée d'appartenir à ce bloc coagulé de déception et de copinage qui ne se réalise et ne se ressent comme tel qu'au moment de la massive trahison de l'âge mûr. On ne devient génération que lorsqu'on se rétracte, comme l'escargot dans sa coquille et le repenti dans sa cellule. L'échec d'un rêve, la strate des rancœurs, le précipité qui retombe d'un soulèvement ancien se nomme génération. Celle qui, aujourd'hui, va de la trentaine attardée à la cinquantaine précoce, s'est déposée comme le sel amer de la désillusion. Il faut bien prononcer le mot, cerner l'adversaire, puisque nul n'ose le faire. Libé et actuel, Chéreau et Glucksmann, Coluche et médecins du monde, les institutions que vous êtes devenus, ex des groupuscules, personne n'ose les attaquer. Votre pouvoir insolent s'est établi sous la gauche, mais il n'est ni de droite ni de gauche, il est d'un âge. Celui qui est parti de Mahomet pour arriver au Rotary et au Rolls. Directeur de journaux et converti du nucléaire, capitaliste récent et stratège de la dissuasion. Vous avez renié à tour de bras vos idées, mais pas vos structures mentales ni vos méthodes. Ni droite ni gauche, mais le pire des deux ensemble. Fidèle au plus dangereux style manipulateur des groupuscules, quand vous avez renoncé à l'utopie généreuse qu'ils prétendaient servir. Plus que récupérer, portant votre crachat de renégat en sautoir, vous êtes la légion du déshonneur, les décorés de la volte-face. Et de plus, vous prétendez donner des leçons de permanence dans la souplesse. Aux deux extrêmes de cette génération sans aveu, dont j'ai connu toutes les têtes, il y a toi, cher archicube Fabius, qui fut mon compagnon d'études à l'ENS, rompu dès ton jeune âge à toutes les crapuleries, qui a exécuté Rocard au congrès de Metz du PS au nom de l'orthodoxie marxiste avant de lui voler sa modernisation. Et puis toi, cher Danny Cohn-Bendit, devenu sénateur vert et réel politique, converti au charme de la politique politicienne, en S, selon le monde. Je vous en veux moins qu'à d'autres. Laurent Fabius au moins ne fut jamais gauchiste et Danny n'a pas totalement cessé de l'être.
Le monstre, l'ennemi dont je vais tracer ici l'affreux portrait, Proté au sans visage, se situe entre vous deux et se caractérise par la seule énergie de son retournement, voulu et proclamé. Il a le nez de Glucksmann, le cigare de Julie, les lunettes rondes de Coluche, le bronzage de Lang, les cheveux longs de Bizot, la moustache de Debray, la chemise ouverte de BHL et la voix de Kouchner. C'est le néo-philistin fier de l'être et qui pourtant semonce et sermonne les autres. Son nom en politique est consensus. Sous la gauche, il s'est chargé d'effacer le pôle contestataire et toute différence entre idéologies, non en les critiquant toutes, mais en les assemblant bout à bout. Une démocratie se mesure à ses différences internes. En enterrant la contestation, en faisant la jointure, le pont entre toutes les répressions, vous, les ex-gauchos, avez enterré la démocratie. De quoi Julie se déclare-t-il le plus fier? D'avoir, sous la gauche, soutenu et par là rendu unanime la politique d'austérité et la haine antipacifiste. Le technocratisme scientiste, le réarmement nucléaire, la pub média, le retour d'un sacré répressif et d'un dieu de police, le libéralisme contre les pauvres et la valorisation du pouvoir et de la raison d'État contre les libertés. Voilà les traits de votre consensus. Je sais, je ne suis pas réaliste. Inefficace sans doute ce livre à l'époque du consensus droite-gauche ex-gaucho. Par leur position historique, les aristocrates français et anglais avaient trouvé une vocation, écrire des pamphlets contre la société bourgeoise moderne. Pour eux, il ne pouvait plus être question d'une lutte politique sérieuse. Tout ce qui leur restait, c'était le combat littéraire. Fin de citation. Ces lignes, Marx, dans le manifeste communiste, les écrivit pour discréditer à jamais le socialisme féodal, c'est-à-dire l'aristocratique besoin d'utopie dont je me sens si proche. Elles ne condamnent que le pesant réalisme politique de leur auteur. Vous êtes, comme Marx, des réalistes par principe. Il n'est pas de pire idéologie. Certes, votre réalisme sentencieux, injurieux à l'égard des rêves de votre passé, a pris le pli du pouvoir et le poids de la réussite, en conservant comme arme les recettes de la terreur propagandiste léninino-marxiste. Inefficace peut-être, mais nécessaire pourtant. Par ce livre, je vous extirpe de ma vie, et je rends le printemps d'il y a 18 ans à son éternelle jeunesse. Camarades repentis. Camarades congénères, c'est-à-dire de même génération, vous êtes, comme les terroristes italiens passés indiques qui achètent leur grâce contre la dénonciation de leurs complices, des repentis. Camarades. Ça vous fait sourire et pourtant, vous êtes toujours en camaraderie, même si vous vous dénoncez les uns les autres. La camaraderie qui subsiste entre ceux qui n'ont plus en commun avec les ans que le reniement de leur contestation passée, prend un goût amer, ignoble, de complicité, celui du poison versé goutte à goutte dans l'âme jusqu'à y assassiner toute fierté et toute poésie. Allons, camarades, on se connaît bien tous, on se tient les coudes, on se tire dans les pattes, entre ex-68 armés, avant tout, on est dans le même bain tiède et boueux qui me salit avec vous, puisque vous connaissant personnellement, j'y trempe aussi le bain infect de la camaraderie qui excuse tout. Cette camaraderie corrode les plus belles âmes, elle rouille leur fierté, tue le principe des grandes œuvres et consacre la lâcheté de l'esprit. En exigeant cette mollesse de conscience chez tout le monde, certaines gens se ménagent l'absolution de leur traîtrise, de leur changement de parti. Voilà comment la portion la plus éclairée d'une nation devient la moins estimable. Fin de citation, Balzac. À voir comment, d'un bord politique à l'autre, d'un journal à un ministère, vous vous renvoyez l'ascenseur, on ne peut que donner raison à l'auteur d'une fille d'Ève quand il décrit l'effet pervers de ces amitiés de génération entre jeunes, puis moins jeunes ambitieux. Évidemment, vous me reprocherez de manquer à cette amitié. Je me brouille avec vous. Amitié vile que celle qui soude ensemble les cyniques de bas étage. Il existe un cynisme de haut vol, mais c'est un exercice solitaire, fait de mépris réciproque et d'arrangement de conscience. Amitié et camaraderie qui sont aussi de la haine, haine de soi et des autres, haine du groupe pour le dehors et le dedans. Chers repentis, chers sum para necroménois, chers amis du crime, chers sociétaires de l'amicale des faux ou vrais qu'importe, ex-gauchos, ex-contestataires, ex-révoltés, ex-maris toujours en divorce de mai 68, aujourd'hui membres à vie du club ouaté des renégats. C'est la vie, l'âge, le jeu des générations, me chuchotez-vous. N'avions-nous pas juré que nous, du moins, nous y échapperions? D'ailleurs, où est la génération suivante? Où sont nos propres contestataires? D'une certaine façon, la pire, nous en sommes restés fidèles à notre serment.
Comme le mercantilisme ou l'arrivisme continuent d'employer les méthodes du noyautage et de l'agit-prop gauchiste, nous restons paradoxalement fidèles à notre jeunesse en occupant tout le terrain, en bloquant tout avenir. Pas de nouveau. Voilà le mot d'ordre secret. Jeunes pour toujours. Les quarantenaires de la classe 68 barrent résolument la route à tout ce qui est né après eux. Peut-on ne vivre que d'avoir été et de renier ce qu'on a été? Oui, je sais, toute génération oublie ses idées ou pire, les réalise, comme on réalise un bien de famille en le vendant. Mais elles ne se font pas toutes les apologistes, les champions du reniement. Elles n'en font pas toutes leur spécialité, seul plat réchauffé toujours repassé au public. Elles ne portent pas toutes leurs crachats en décoration. Voyez les ex-guérilleros de quartier latin exiger la guerre préventive contre Kadhafi, les militants ouvriéristes devenus patrons de choc, les trublions entrés dans l'appareil d'État. Certes, vous avez échangé le joint contre la cocaïne, les cheveux longs contre le cigare, le scooter contre la Porsche et le jean contre le costard 3 pièces. Et vous donnez des leçons, vous régentez la morale, vous admonestez les autres. Même avec un Stetson et des bottes, l'ancien gauchisme léniniste reste reconnaissable à ses méthodes, à son arrogance. Nouveaux bourgeois issus de 68, ce ne sont pas les contenus de vos abjurations successives qui sont en question, mais l'opportunisme comme forme unique de pensée, et les techniques d'intox autoritaire mises au service de nouvelles fins que vous continuez d'utiliser. Désavouez votre passé, telle était donc la tâche à laquelle vous étiez réservé. Tâche ingrate, travail de Danaïde. Le tonneau du reniement n'est jamais plein. Il ne vous suffit pas de récuser vos buts anciens. Il vous faut élever l'apostasie au pinacle, au statut de suprême valeur, la placer là où était la Révolution, et mettre à son service idéologique la même ardeur dévote. Reniez vos idées, votre passé, votre indignation, votre position du mois précédent. Reniez votre reniement et déguisez-le en fidélité. Ne soyez fidèle qu'au reniement lui-même. Reniez encore et toujours, devenez militant du reniement. Ne conservez de votre phase contestataire que la seule chose que vous devriez jeter, cette méthodologie de la manipulation qui n'avait pour excuse que d'être au service d'une noble cause. De tout cela, il vous restera toujours quelque chose, une petite prébande, un poste officiel, une petite célébrité du moment, la célébrité douteuse du repenti. Petit chef, repenti d'idées mais surtout pas de prétention, votre seule fidélité est à votre propre volonté de puissance, votre auto-célébration. Changer ou demeurer, changer de religion mais pour demeurer de chef, chef pour rire, jamais las de s'autoproclamer, dérisoire mais obstiné dans le culte d'eux-mêmes. Faisant le portrait flatté d'un certain Béni Lévy à propos de son tournement sikh, c'est-à-dire son retournement du maoïsme au Talmud et à la Bible, Libération écrit, 22 décembre 84, le number one mythique des Mao se glissait pour les sentir de près dans les marches massives, comprenez les manifestations. La base ignorait jusqu'à son existence, lui qui subjuguait les dirigeants gauchistes par la lame de ses analyses et l'agilité de ses synthèses. Fin de citation. Partout ailleurs décrié dans votre presse, mai 68 se voit au moins reconnaître une qualité, avoir engendré le chef inconnu, comme Saint Martin fut le philosophe inconnu du XVIIIe siècle. Inénarrable et sordide, ce culte du chef. Haï, aimé, charismatique, le chef, dépourvu de la passion, incapable de jamais faire rire quelqu'un. Voilà l'homme proposé comme un océan de génie intellectuel à la vénération des lecteurs de Libé. Et à propos d'une des compagnes du chef, le journal ajoute sans humour, elle était petit chef, selon la terminologie de l'époque. Cette charmante hiérarchie, qui indigne ou fait sourire, date de la gauche prolétarienne, qui prétendait abolir la hiérarchie dans les usines. Mais elle dure encore. Il lui était arrivé d'aimer cette phrase de Kafka, « Je suis mandaté, mais je ne sais pas par qui », nous précisons à propos du même Lévi. Nous non plus. Changer ce qui pouvait demeurer, la générosité idéaliste, demeurer ce qu'il aurait fallu changer, des petits chefs à mentalité manipulatrice, voilà votre réponse. Prenons un second exemple. L'utopie ou la mort, c'était le titre d'un éditorial d'Actuel il y a 10 ans, rappelle ce journal dans son numéro 31, consacré à constater le changement, à commencer par l'ancien local devenu bureau du mensuel. Les bureaux postmodernes du journal actuel viennent d'ouvrir leur blanche coursive, arrondie géniale de 1930. L'équipage s'est gonflé de businessmen et de managers patentés. Malgré les anciens amis, des tas de vieux copains, est-ce possible, qui vous crachent à la gueule. Il faut regarder devant soi. Là-bas, passé les 500 000 exemplaires, la fièvre disparaîtra. Tout cela est encore assez innocent,
Mais il ne suffit pas de faire du fric, on veut embrigader, on sermonne le lecteur réticent devant le changement. Tu ne comprenais pas qu'on te provoquait, qu'il fallait réviser les valeurs des marginaux. Même dans le reniement, il y a une avant-garde. Un lecteur est devenu patron d'une fabrique de guitares électriques. Évidemment, tous les honorables correspondants du journal n'ont pas évolué de façon aussi vigoureuse et technologique, regrette-t-on. Il y a deux mots d'ordre, efficacité et souplesse. Troisième exemple, encourager et animer une sorte de grande révolution culturelle occidentale. Ce serait justement la symétrique inverse de la GRCP chinoise, destinée à transformer l'attitude de leurs concitoyens face à la crise, pour déchirer l'ouate de l'État-providence, la sécurité sociale, les allocations familiales, l'assurance chômage, l'assurance retraite. Fin de citation. Tel est le programme fixé par Serge July, éditorial du spécial Libération Vive la crise 1983, aux responsables politiques et médiatiques. On pourrait continuer à l'infini. Privés de guerre du peuple, d'autres Mao se sont lancés dans la guerre commerciale. La psychologie de secrétaire général à la Staline, comme l'a caractérisé Trotsky, est aussi celle de l'affairiste qui tire les fils. Mao m'a appris le business, confesse Gilbert Castro, qui était un des chefs Mao du début des années 70, dit le sous-titre. Il continue à appliquer les recettes de Mao, et lui qui tous les soirs allait retrouver Gesmar, Béni et Julie et la dizaine d'autres chefs pour faire le point, il a décidé de révolutionner une boîte de disques. Première étape, la préparation politique. Alors maintenant dans l'ordre. Les enquêtes, agitations, les opérations de partisans, la consolidation politique, les actions de masse, attaquer le public avec des actions de partisans. Actuel, numéro 17, mars 1981. Libé aussi, fils de l'enquête Mao, se revendique de ce vocabulaire glaçant, à tiers-chemin du policier manipulateur, du terroriste et du commissaire politique aux armées. La consolidation politique, c'est l'élimination des suspects. Et le complexe du petit chef occulte frappe partout. Petit chef autoproclamé de ridicule conjuration, voilà ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été. Quand les Mao prétendaient au début des années 70 combattre les petits chefs dans les usines, c'étaient déjà eux, les sales petits chefs hargneux, jamais économes du sang ou des risques courus par les exécutants, les manœuvres de leur chaîne de groupuscules. Le mot chef leur revient sous la langue avec délectation. Un autre Castro, Roland, de son prénom, que j'entendis autrefois, dans son groupuscule, se comparer à Foch, est ainsi présenté en couverture d'un numéro d'Actuel. Comment cet ancien chef Mao a-t-il fait pour réussir? Réponse. Roland Castro est parti à la chasse au tout État. Et, sous le titre En 1969, les Mao voulaient la cogne, toujours l'élégance virile, quelques portraits complètent le tableau. Olivier Rollin, devenu éditeur, était surnommé le Maréchal, stratège clandestin de la gauche prolétarienne. Les inévitables Glucksmann et Julie, M. Salmon, un des premiers chefs, Mao alors membre du cabinet de Max Gallo, T. Opet, ex-gros bras de service d'ordre pro-chinois devenu producteur de rock, etc. À en juger par le nombre de généraux clandestins, la gauche prolétarienne devait être un peu comme l'armée du Mexique. Ce monde de petits chefs, mythiques ou pas, rétroactifs ou occultes, sécrète son style, son éthique, sa sentimentalité aussi. Pas une femme, pas un déviant parmi vous. Le machisme, ou du moins son affectation, n'est que le complément d'un esprit de corps de garde, de solidarité de caserne. Mais la revendication hystique de masculinité, de force, de dureté, quelle faiblesse, quel apitoiement la mine. Les petits chefs sont des tendres qui jouent au dur. Actuel en mai 1984, éditorialise ainsi sous le titre Pur et dur. Pur et dur, ne vous méprenez pas, ça ne veut pas dire triste, pas sympa, macho, facho, ça veut dire maintenir mon cap avec intégrité, vérité et qualité autant que réussite. C'est le comble. Réussir par le reniement, c'est être fidèle au fond de son cœur et n'avoir pas varié d'un pouce. Au petit chef, tout est pur. Et pour les autres, le KGB. Tout ça au service d'une cause qui s'énonce ainsi dans le sommaire du même numéro. Tendance très classe, potins en tout genre, du muscle, du business et de la techno. Le reniement, c'est la pureté. Le scrupule dans l'action ou la proclamation, c'est l'ennemi. Nœud borroméen, où s'enlacent le cynisme et la culpabilité, le mythe de la force et la faiblesse d'âme, le changement de camp et la fidélité au totalitarisme, l'économisme et la volonté de réussir avec le politisme et la crapulerie léniniste. La psychanalyse du petit chef qui y est à donner n'est pas simple. Cet économisme, ce libéralisme que vous affichez à présent sont durs, idéologiques, principiels. Cet opportunisme est d'acier, bétonné autant que les anciennes dialectiques, et sa langue est de bois,
comme celle des anciennes brochures rouges. Éternel jeune. Oui, chers congénères, nous sommes une génération maudite, stérile et sèche, figue avortée que jette à terre le vent du réalisme. Éternels jeunes, jeunes vieux qui étendent sur l'avenir le noir manteau de leur impuissance, dernière génération d'une démographie épuisée. D'éternels jeunes de 40 et plus années, d'éternels sursitaires, d'éternels leaders étudiants, petits chefs qui n'ont gardé de la jeunesse que ce qu'elle leur offrait de pire, l'immaturité sentimentale et la fascination pour les méthodes de l'ambition, mais ni le goût de l'affrontement, ni celui de la rébellion. Éternels jeunes philosophes, jeunes écrivains, jeunes cadres, vous me faites penser au portrait que dresse Kierkegaard de l'homme le plus malheureux, celui qui n'aurait pas su goûter sa jeunesse et perdrait son âge adulte à ressasser ce regret. Éternel mari trompé de l'histoire, l'avenir d'une renégation, osons le néologisme, en plagiant le titre du livre d'un ex-gaucho passé au rabbinat, Alain Finkielkraut, c'est d'abord la suppression, dans la jeunesse, de ce qui fait son mouvement, pour la momifier, l'interdire de futur, forclore la contestation que pourrait porter la génération suivante, l'accusation terrible et tacite que murmurent contre vous les gens de 20 ans d'aujourd'hui, que vos palinodies ont désabusé, l'accusation d'avoir tué l'espoir. Regardez-vous les décrire, quand vous daignez vous pencher sur leurs conditions désidéologisées, ces adolescents d'aujourd'hui. Actuel s'indigne de ses propos d'un frère cadet de lecteur. Il faut revenir au point de départ, au système tribal, mais d'abord il faudra qu'il y ait une guerre nucléaire. À ce moment-là, les hommes complètement éparpillés auront peut-être compris. Réponse du journaliste d'Actuel. Alors il faut militer pour la bombe, mon vieux. C'est ça le paradoxe. Et quoi? Ce n'importe quoi du no futur, chez les jeunes tranches d'âge, que vous décrivez partout avec tant de délectation, qu'est-ce d'autre que la forme vulgarisée des thèses de Glucksmann et consorts? Autre citation d'Actuel. Depuis plus de 3 ans déjà, au cœur des affrontements entre parents et enfants, au fin fond des familles, un énorme effort de retrouvailles a été entrepris, qui rend définitivement tocard tous les conflits de mœurs des époques précédentes. Vous êtes tellement convaincu d'avoir, par votre exemple, tué toute jeunesse dans la jeunesse, que vous ne cessez de lui tendre le même miroir déformant, celui grâce auquel le conformisme et le désespoir se déplacent du vieux vers le jeune sociologique. Les jeunes d'aujourd'hui plus conformistes que les vieux, voilà votre analyse, courte mais salvatrice. Grâce à ce constat, et quoi qu'en pensent les intéressés, vous pouvez déclarer que vous êtes les derniers jeunes. Il n'y a plus rien derrière nous, criez-vous aux enfants. Vous vous êtes assis sur le seuil de l'avenir et, comme le chien de la parabole, la nourriture que vous ne pouvez manger, cet aliment de l'esprit qu'est l'utopie, vous empêchez du moins les autres d'y toucher. Aux pauvres jeunes gens d'aujourd'hui, vous ne laissez même pas l'espérance, ayant discrédité tout idéal, au point de rendre presque vomitive toute évocation de mai 68. Par le reniement au carré, au cube, vous avez édifié une pyramide d'abjuration sur laquelle vous vous êtes haussé vers le pouvoir et l'argent. Vous occupez pour longtemps toutes les places, votre réseau contrôle toutes les voies d'accès et refoule les nouveaux. Le style que vous imprimez au pouvoir intellectuel que vous exercez enterre tout possible et tout futur. Du haut de la pyramide, amoncellement d'escroquerie et d'impudence, vous déclarez froidement, en écartant ceux qui voudraient regarder par eux-mêmes, qu'il n'y a rien à voir et que le morne désert s'étend à l'infini. Restauration. La publicité prouve que elle peut servir toutes les causes et tous les produits, ou qu'aujourd'hui les causes sont également des produits. Écrit P. Gavi, ex-Mao, Libération, 14 février 1985, à propos d'un spot vantant Médecins sans frontières. Et le même exemplaire du quotidien de la rue Christiani contient une apologie du néolibéralisme sous le titre Guizot, le Lénine de la bourgeoisie, en commentaire d'un livre de Pierre Rosanvallon, autre transfuge du gauchisme. Enrichissez-vous, faites de vos causes, la cause du peuple des Mao, des produits. Entre tapis et mourousi, tout reportage, tout article, toute pensée se doit mouler dans ce cadre étroit, propagandisé par l'iskra du néo-bourgeoisisme qu'est Libération. Nous vivons bien depuis 5 ou 6 ans, une époque de restauration. Non pas la restauration politique de la droite, son retour au pouvoir n'est qu'un épiphénomène. Non, cette restauration en profondeur dans les idées, les mœurs, c'est sous la gauche qu'elle s'est accomplie. Mitterrand, c'est Louis XVIII, et nos gauchos repentis, les Fouché et les Talleyrand sans élégance de cette restauration. Restauration de tout ce qui avait été contesté, nié, aboli. Nous n'en sommes, direz-vous, chers intrigants, pas responsables. C'est l'esprit du temps, et, comme dans la France de la Restauration du XIXe siècle, l'anglomanie, l'américanophilie, la réganophilie,
sont le modèle pour la droite et la gauche. On n'est pas responsable de son temps, mais on est fautif de ne pas s'en dissocier. Le romantisme, chacun le sait, fut un des fruits de la restauration du siècle passé. Mais puisque je vous ai traité de romantique de convention, quelle différence entre romantique et dandy protestant au XIXe siècle contre le prosaïsme moderne et le sous-romantisme de nos renégats? Quelle différence entre l'évolution des romantiques d'alors et l'évolution de nos transfuges? Victor Hugo fut d'abord royaliste, légitimiste, ce fut pour devenir républicain. Stendhal fut bonapartiste, mais il lisait en Napoléon le rêve incarné de la révolution conquérante et de la jeunesse du monde. Vous avez évolué de l'autogestion à la monarchie, et vous aimez en Reagan et Mitterrand la vieillesse cynique du monde. Balzac fut légitimiste, certes, mais par critique et réaction à l'univers borné et épais du philistinisme bourgeois. Cette révolte légitimiste ou piétiste est encore plus caractéristique du romantisme allemand. Vous êtes, vous, devenu, si je puis dire, réactionnaire par conformisme, comme vous étiez de gauche par conformisme. Le romantisme du passé n'est plus, chez vous, que le résidu pleurard d'une compromission voulue, recherchée, d'un besoin d'aligner la pensée et l'imagination sur le réalisme politique. Vous n'avez restauré ni le roi ni l'empereur, vous avez restauré le médiocre et le convenu. Vous avez choisi, comme Libé ou Actuel, d'accompagner ce mouvement restaurateur, de le propagandiser au lieu de le contrecarrer. Comprenez pourtant que les génies du siècle dernier sont restés grands d'abord d'avoir contrecarré l'évolution de leur siècle, ou la vraie restauration de leur temps, le bourgeoisisme étroit des Homais. Il est vrai, vous êtes, nous sommes des avortons comparés à ces géants. Tous ces retournements, ces faux débats, ces polémiques sans sel, ces manifestes voués à l'oubli, ces changements de cap, de néo-philosophie en néo-socialisme, tous ces articles, ces émissions, ce battage médiatique de reniements successifs, c'est du vent. Relisez la monographie de la presse parisienne de Balzac, tout y est déjà dit, car le véritable romantisme, même s'il est capable de l'utiliser, est d'abord l'ennemi de la puissance médiocratique de la presse et du désir de conformisme que vous y cultivez impudemment. Désir de conformisme. Assommé, assourdi par les injonctions contemporaines, nouvelles, actuelles, d'être efficace, performant, positif, mis à jour, technique, informatique, pratique, abruti par le communicationnel, le look, les tendances, la modernisation fabuso-libé, commune à Fabius et à Libération, cerné par le réalisme, le BCBG, le clean, le rétro, le tiède, le commode, le gominé, le retour à soi, le raisonnable, engoncé de cravates high-tech, de BD, de figuratifs, de claviers et de statistiques, pris dans la glu de l'adaptation, de la réadaptation, le ras des pâquerettes comme principe de pensée, les nécessités objectives, la fin des idéaux de révolte comme tout viatique philosophique, gavé des redécouvertes des bonnes vieilles médiocrités d'autrefois, Sheila, Françoise Sagan, Duras, Raymond Aron, martelé de petites certitudes d'égoïsme retrouvé, de limitations acceptées, revendiquées, malaxé par la peur d'être largué, de ne pas être assez informatif, assez plat, assez désabusé, de ne pas coller d'assez près aux besoins, au social, de méconnaître l'éternelle stéréotypie d'un nouveau rétrograde et répétitif, paralysé par le totalitarisme des idées courtes qui se proclament telles. Notre destin scellé par le fini, l'achevé, l'adéquat, le déjà vu, le déjà fait, dont le règne s'accomplit en ce temps de glaciation des idées médiatiques, si les deux mots côte à côte ne jurent pas trop ensemble. Qui d'entre nous n'a éprouvé les effets de ce culte du conformisme dont la presse jeune, libée et actuelle, s'est particulièrement faite le héros? Une culture renégate. Comme tous les parvenus, en effet, vous ne vous contentez pas du conformisme de fait des gens arrivés. Il vous faut exalter le désir de conformisme. Science ou sujet ne sont que prétextes. Autrefois, vous posiez au procureur de l'égoïsme et du pouvoir, au maître de vérité contestataire. Aujourd'hui, vous êtes d'autant mieux armé pour asséner la défense et l'illustration du chacun pour soi et de l'incontrôlable technicité. Le conformisme, il y a toujours moyen de le transformer, ne serait-ce qu'en l'exagérant, comme le dandy ou Bertolucci, jusqu'au point de le retourner contre l'obéissance ambiante. Vous, au contraire, vous cherchez à y coller, à ce conformisme ambiant fait de pensées courtes et de cultes vulgaires, non par humour, mais par désir. Vous aimeriez en faire un devoir, le devoir de conformisme. Le prosaïque, le technique, le commun, l'utile, le convenu ne sont plus seulement fruits de la nécessité, ils prennent en tant que tels le devant de la scène. Penser plat, arriviste, n'est plus l'apanage de ceux qu'a touché de sa dure baguette l'amère expérience de la vie, le prix en âme de toute réussite, mais bien une obligation qui exige les honneurs ci-devant dévolus à la Révolution ou à la cause du peuple.
renier toute liberté de penser au nom de la liberté, pour devenir puissant et riche, n'a pas été en cette génération un mouvement naturel de vieillissement des convictions, mais bien une croisade à l'envers, un retour triomphant du refoulé, une mobilisation pour imposer, par la mode, la vulgarisation, le conformisme comme unique et suprême valeur de l'homme libre. Style renégat. Nous voici à l'essentiel, chers congénères, la question du style, dans toutes les acceptions du terme. Style d'homme, style de stéréotype, l'affreux look, style d'écrivain et style de pensée, car la pensée aussi a son style. Y a-t-il un style renégat? En lui résiderait l'unité de ses expériences dispersées, comme le dit Bizot, dans son style inimitable, empêtré de généralisation à l'à peu près. Imagineriez-vous à quel point la destinée d'une série de jeunes notables d'aujourd'hui s'est croisée et recroisée? Glucksmann et Roland Castro, Serge July et Bernard Kouchner, Brice Lalonde et Régine Deforge, Actuel et Virgin Records, les hippies et les stratèges, mais aussi bien Action Directe ou les conseillers du PDG d'Havas, les fantômes de Sartre et de Lacan, grand-père de Gaulle et ce traître de Malraux, tous mélangent à dominer la génération de 68. Actuel, numéro 55. Quoi de commun à ce fatras de mélange qui domine? D'abord, l'inconscient très peu caché de l'auteur, son genre confusionniste et caractéristique, vos articles, vos livres, camarades idéologues du renversement de vapeur, que je vais abondamment citer au long de ces pages, je ne conseillerais à personne de s'en infliger, après coup, arraché à l'oubli des jours et de l'actualité, la lecture. J'ai pourtant dû le faire. La morosité naît d'une telle enquête. Les contradictions, les non-sens, les coups de pied de l'âne à toute noblesse d'esprit, à toute pensée généreuse, y fourmillent, nappées de généralités abusives et vagues. Et nulle part le style ne sauve l'homme, c'est-à-dire la bassesse politique. Embrouillamini glucksmannien ou nouille trop cuite à la Bizot, votre littérature théorique, écrite dans le chagrin, la rancœur ou la duplicité, semble n'exister et n'occuper journaux et éditions que pour faire taire les écritures plus exigeantes. En posant à ceux qui savent changer d'avis, vous pensez démontrer que vous êtes des hommes libres, des esprits débarrassés des préjugés. À propos de style, ne sait-on pas depuis longtemps que les vipères lubriques et autres renégats sont des insultes apposées par l'intolérance et le goulag aux dissidences de l'esprit? Raison suffisante, je renie, donc je suis libre. J'ai fait mon autocritique, donc je peux critiquer les autres. Vécu dans la mauvaise foi et le ressentiment, le regret et la vengeance, le style renégat contamine toute la pensée. On s'excuse sur l'époque. Cet âge, le vôtre et le mien, était-il destiné à ce rôle de Iago, sans grandeur, de traître de tragédie? Et faut-il incriminer le mélange des idéologies, la perte des écailles marxistes, la fin des visions univoques de l'histoire? Prétexte. Le monde des années 50 ne fut pas moins marqué de guerre froide et de brutal économisme, de goulag et d'hypocrisie de gauche que le nôtre. La désillusion historique, le déboussolage des valeurs et leur confusion ne sont pas le moteur de votre changement de cap. C'est l'inverse. C'est parce qu'il faut se renier en tant qu'adolescent rebelle qu'on convoque l'histoire et son tohu-bohu pour jouer les désillusionnés. Car la psychologie renégate, plus que de faits, d'idées, est question de forme, d'éthos. Nietzsche déjà affirmait la philosophie comme style. Au lieu de reporter la faute sur les événements et d'en faire leurs lucides conséquences, l'homme qui a vu les horreurs de la politique de son siècle renonce courageusement à ses illusions. Reconnaissons qu'il s'agit d'un rite, d'une cérémonie marquant l'intégration sociale. Rituel ou cérémonial de l'abjuration. Comme on enfile son premier costard, l'ex-gaucho endosse la livrée du renégat. Il n'était pas obligé en plus d'en être fier. Les lionceaux adolescents, si l'on en croit les éthologues, connaissent l'effet de certains cérémonials de soumission pour désarmer l'agressivité des vieux mâles irrités. Ils se mettent sur le dos et urinent, montrant leur peur et s'avouant vaincus d'avance. Votre solennelle apostasie, plus qu'une conversion d'idées, est un rituel de soumission, et notre génération de lionceaux fait pipi sur le dos ou lèche les pieds des adultes de la politique, Mitterrand ou Reagan, Aron, etc. Le reniement, au fond, est une initiation, une accession honteuse au monde de l'adultéité, par renonciation à la révolte de jeunesse, au monde des lâchetés, des nécessaires lâchetés de l'existence. Renoncement formel à l'indépendance, il marque l'entrée dans la vie, pour reprendre la formule titre de La Passade, du temps où il théorisait le mouvement étudiant et la contestation comme immaturité voulue. Forme pure, il n'est que secondairement passage de gauche à droite. Et c'est pourquoi le point de départ ou la répartition gauche-droite ou encore les leçons de l'histoire y ont fort peu de part.
Que le jeune légitimiste aux idées absolues et généreuses se fasse sous-préfet orléaniste combinateur de trucages électoraux comme Lucien Leven, ou l'ex-Mao bureaucrate de l'État socialiste, le reniement est moins conversion à de nouvelles valeurs politiques ou lucidité accrue devant la complexité du réel que passage à la non-valeur en tant que telle, odieux fric combine médias-mensonges. Et ce n'est pas au contenu d'idées, mais au style et au rituel qu'on peut l'identifier. Surtout quand, passant de la pratique à la théorie, il fait de la non-valeur la valeur obligatoire pour tous. Pierre, lui, ne veut plus croire à rien ni à personne. Les idées de révolte qui avaient animé son adolescence se sont vite envolées. Il est à l'image d'une certaine génération. Fin de citation. Alexandre Astruc à propos du livre de Pierre Barou, ex-cofondateur de l'IB et ex-Mao, Le Figaro, 30 juillet 1985. Jusqu'à quand traînera ce misérable cliché? Chanterez-vous encore dans 10 ans la même ritournelle de soumission? Continuerez-vous d'en rajouter sur l'ignoble, d'en faire plus qu'on ne vous demande? Si je ne suis pas d'humeur rognante, c'est essentiellement pour des questions de style. Ce sont les seules distinctions politiques que je reconnaisse. En matière de contenu ou de programme, je suis daltonien. Vous le savez, chers ex-camarades, puisque vous me l'avez assez reproché. La stylistique fut ma seule boussole politique. J'ai toujours pensé que Staline et Hitler ont en commun le style concentrationnaire, Le Pen montant et Chevènement le style adjudant. Je me souviens d'une discussion à Libération où j'exprimais ma méfiance à l'égard de la ligne Serge Julie comme une défiance du style de l'homme, de son action, de son discours. À l'époque, Danny Cohn-Bendit m'affirmait penser comme moi. Le style que vous cultivez depuis 7 ou 8 ans est bien la manifestation d'une personnalité renégate, aisée à débusquer, faite pêle-mêle d'attendrissement rétro, de machisme frustré, de désir guerrier refoulé et heureusement impuissant, d'autoritarisme démagogique, d'écrasement de l'individu et d'exaltation de la culpabilité. Plus que d'une trahison idéologique, il s'agit en effet d'une attitude de l'esprit, d'une disposition de l'âme, d'un style hérité d'un temps où c'était moi que vous traitiez de vipère lubrique, le temps des Mao. Stylistiquement, la littérature de l'abjuration est héritière de l'autocritique maoïste, ce besoin de se foyer en public, de se séparer de soi-même pour s'accuser, se juger, se condamner pour mieux s'absoudre. Cette casuistique du jésuitisme masochiste appliqué à la politique fut votre exercice favori. Psychanalyse de la culpabilité ou théologie punisseuse au nom du Père Dieu ou de la loi. Lavage de cerveau et double pensée. Vous avez conservé, dans vos nouvelles fonctions, les traits caractéristiques de la pensée mao-française. Et ces traits définissent un tempérament, une constitution, une complexion, comme on voudra, un style de vie, celui des repentis perpétuels, auto-accusateurs pour mieux accuser les autres. Il est des tempéraments colériques, mélancoliques, comme moi, flegmatiques. Il y a un tempérament renégat. C'est une humeur malheureuse et mesquine. Vous êtes les perpétuels procureurs et les perpétuels accusés du procès que vous vous menez à vous-même, à votre passé, dans lequel vous vous haïssez pour vous glorifier de vous haïr. La tunique de mai 68 vous colle à la peau, c'est elle que vous arrachez depuis 10 ans. Passion du Judas que rien n'apaise. Si tourner et si retourner en cette fange honteuse de l'autocritique, vous n'en avez jamais assez. Âme bourrelée de remords trop visibles, vous donnez hypocritement des leçons et jouez au redresseur de tort, car vous avez le remords sans scrupule, si j'ose dire, et le regret cynique. Vous vous manipulez vous-même pour manipuler les autres. Mao et Lacan, la psychanalyse barrée de maoïsme, voilà la croix de cette génération sur laquelle elle s'est clouée, croix faite de culpabilité et de machiavélisme. Mieux que toutes les confessions chrétiennes, la pratique de l'autocritique nous a fait connaître les délices douteux du reniement avant même d'en savoir le contenu. Vos dieux furent la loi du Père, le grand Jacques, Lacan et le grand Timonier, dont le slogan était que la fin justifie tous les moyens. Notre génération, engluée d'auto-accusations manœuvrières, ressemble à un Janus face à face, où le besoin impérieux de se justifier n'en finit pas d'insulter son propre passé. Du terroriste au conseiller de PDG, la personnalité Mao s'est coulée dans le moule renégat grâce à une parfaite adaptation des moyens. Préparés à toutes les soumissions, les familiers de l'autocritique portaient en eux le culte de la culpabilisation. Ce besoin est une structure psychologique, ontologique, l'anneau de Moebius d'une âme torturée, retournée contre elle-même, réduite à universaliser, faute de révolution, sa propre autodestruction. Je suis passé au nous. Suis-je ici victime du même syndrome? Pourtant, je me sens stylistiquement différent de vous, différent esthétiquement. Le plus drôle ou le plus sinistre, comme on voudra, dans ce cocktail ex-gaucho entre le mea culpa et la dictature dans la tête, c'est la note, la touche, la pointe de romantisme douteux, parfumé du regret des aventures impossibles, que le nom de Malraux symbolise magiquement.
Une frustration fondamentale sans doute vous est venue, chers congénères, de n'avoir pas eu de guerre à vous. L'Algérie finissait avant vos sursis, et mai 68 fut non sanglant, contrairement aux souhaits des Mao, qui eussent volontiers poussé les autres au massacre après avoir vu dans le mouvement en sa première phase une manipulation policière. Où ancrer ce rêve d'aventurier mal rasé à briquet camel entre Malraux et Thierry Sabine, Guevara et la série B américaine, le pont entre la mégalomanie prétentieuse du stratège Glucksmann et les mises en scène romantiques décadentes de Chéreau. Car l'art qui se range au garage des illusions perdues ne vaut pas mieux que l'idéologie du reniement. C'est un goût sentimentalo-héroïque refroidi, cynique, à distance, sans humour et sans passion. Devenu artiste godardien, modiste à la mode, politicien atomique, néo-philosophe, journaliste des petites mains de Beyrouth, il y a parmi vous, chers congénères, aujourd'hui recasés, un ton général qui demeure, fait de regrets, d'emphase, de fureur apologétique, que nourrit une hystérie masculine de héros ratés, ou d'artistes au second degré, d'inconscients malheureux, cherchant à justifier ou à valoriser la brutalité des méthodes ou les retournements opportuns. Second degré. La personnalité renégate dont vous avez si heureusement manifesté le ralliement de principe à tous les conformismes, c'est aussi une esthétique, une manière de vivre ses émotions, ou plutôt de les truquer. Faire appel chez vous à l'indignation spontanée, c'est perdre son temps. Toutes vos causes sont au second degré, le second degré du reniement, et même les indignations sont fabriquées. Les causes sont des produits, second degré dans le militantisme, la politique au second degré, la mode au second degré, l'art au second degré. Que de fois la formule vous a-t-elle servi, sous sa commode étiquette, pour revenir au beau vieux fond des conventions. Même votre scientisme, votre informativisme sont au second degré, vulgarisation mal digérée. Des héritiers. Ainsi Bourdieu et Passeron appelaient-ils les étudiants de mai 68. Une génération d'héritiers éprouve tout au second degré. Et la prétention à ce fameux second degré, comme au néo-conformisme, tente à l'ériger en seule valeur. Valeur froide d'une esthétique à distance, non passionnelle, intéressée et mesquinement occupée à proclamer sa propre sophistication. Par exemple, le style cinéphile. Le monde est beau comme une carte postale de Wenders ou d'Hitchcock. Pense cette génération sans émotion immédiate qui singe celle des autres, pour laquelle l'horizon le plus vaste est celui d'un écran de cinémascope. Incapable de vivre une émotion sans référent, pour dire c'est émouvant, vous ne trouvez rien d'autre à dire que c'est comme au cinéma. Écoutez Serge July commencer son éditorial sur l'affaire Villemain-Grégory qui, ouvrez les guillemets, s'est offerte aux téléspectateurs que nous sommes comme le plus formidable feuilleton, le plus performant, le plus efficace, puisque c'est un feuilleton vrai, où enfants, femmes et hommes meurent et se déchirent quasiment en direct. Fin de citation. Que de regrets dans ce quasiment. Allons Christine, encore un effort, suicidez-vous en direct. Panem et circense, pain et cirque, au second degré tout est spectacle. Quand Montand et Guibault veulent montrer dans leur émission la guerre en face, l'Europe noyée sous l'afflux des réfugiés boat people ou l'invasion soviétique, ils se réclament dans leur scénario du modèle cinéphilique. Ce serait comme un film d'Hollywood, entre la science et la politique fiction. Voilà tout ce que peuvent proférer l'intelligence et la sentimentalité au second degré. Et il y a une publicité de boucherie qui dit « des steaks bons comme au restaurant ». C'est vrai comme du cinéma. Montant Reagan en savant fou, voilà notre univers. Le look rétro, l'animosité envers pacifisme et utopie, le moralisme guerrier, le scientisme, le fantasme militariste et l'appel aux valeurs viriles, le sacré psychanalytique de la loi du père sont faits, j'y tiens, d'impuissance et de culpabilité. Le second degré aussi. Ce machisme vantard et agressif qui appelle à la mobilisation, à l'effort, qui crie aux autres debout les morts, mégalomane et pervers, est doublé en romantisme de toc, de chic et de kitsch, plaintif et pessimiste. Ces partisans de l'optimisation sont des pessimistes féminins, des nihilistes hystériques. Leur inaptitude à l'héroïsme scientifique ou guerrier, ils l'ont transposée sur l'écran de leur compensation. Et leur second degré, loin de l'intelligence ou de l'humour, est la forme primitive de la prétention. Sous la carapace des héros prétendus, que de faiblesse, et sous la froideur esthète, que de sentimentalité mal étouffée. Plaignez-nous, nous qui n'avons jamais vraiment souffert, héros sans cause et sans danger. Pleurez sur nous, muses de Bacall, de Bogart et de Mesrine. Nous qui n'avons vécu l'aventure qu'au travers des films doublés de notre adolescence, qui ne connaissons que clins d'yeux et citations en matière de passion. Semble gémir votre cœur d'homme dans leur quarantaine,
et qu'on n'a jamais vraiment compris. Francky Pat se prend carrément pour le Bogart de la Côte d'Azur, s'exerce dans le miroir à des mimiques de dur, en rajoute sur le ton blasé. Francky Pat ne fait que fantasmer son personnage, pousser la logique du look jusqu'à l'absurde. Écrit actuel, pour faire partager à ses lecteurs son enthousiasme pour un personnage de polar français contemporain, au second degré évidemment. Second degré, second couteau de la politique, second rôle de l'histoire. Ce théâtre misérable, celui d'une génération, ne pouvait qu'engendrer la misère esthétique. Lisez Bizot, l'auteur des années blanches, les années vides d'une jeunesse au second degré, décrivant les renégats ses confrères, deux points. D'autres virent à l'islam ou au Talmud, d'autres gèrent les héritages de Lacan ou de Sartre, d'autres se flinguent, d'autres boivent nuit après nuit et finissent écrivains, d'autres montent des entreprises. Fin de citation. Le romantisme affecté, disait Hegel, est un cynisme esthétique, et il est le revers d'un cynisme de l'action professionnelle qui n'a rien d'héroïque, mais se veut viril et vertueux. Vrais hommes, vrais révolutionnaires, puis vrais patrons ou vrais reporters, ce rôle permanent d'agent secret, comme le Canada Dry par rapport au whisky, a la couleur de la virilité, mais n'est pas de la virilité. Pas plus que les doublons pénibles de films des années 50 ne seront jamais le film lui-même. La virilité Alex Mao, Alex Gauchot, s'épanche toujours, elle coule comme le camembert, de confidence en problèmes relationnels, en besoin d'identification. Sentimentalisme puant, de mec mal à l'aise avec sa nana. Par procuration. Finissons votre portrait, ou du moins celui de votre personnalité, cher congénère. Un dernier trait vous distingue, celui d'avoir tous vécu, politiquement et affectivement, par procuration. C'est peut-être la seule explication, sinon l'excuse de votre manque de scrupules. Comme le remarque judicieusement Régis Debray, le seul qui pourrait invoquer une expérience directe de la prison par imprudence à Camiri. Une tranche d'âge entière s'est trouvée dans la nécessité de vivre son temps par procuration, en idée ou à l'abri des signes et des symboles, le tiers-monde en idée, tiers-mondisme, la Chine en idée, maoïsme. Le débat, janvier 81. La sentimentalité et le style tragique de BD, les srens ex-guerrilleros ou néo-anti-goulagiens, ou rescapés tardifs des camps hitlériens, l'américanophilie d'adolescents boutonneux, genre je me réveille à Phoenix, Arizona, il est 5 heures du mat, je saisis une bière dans le congélateur, la tendance irrépressible à poser aux côtés des victimes de l'histoire pour le photographe inconnu, à donner des leçons de dialectique aux cadavres et aux opprimés, bien au chaud devant son poste télé, sont autant de manières de vivre son temps par procuration. Procureur marxiste en mai, anti-marxiste en juin, ligne piaoïste ou solzhenitsiste, exigeant des Viettes qu'ils se battent jusqu'au dernier, ou des Allemands qu'ils soient morts plutôt que rouges, le tout, dans vos positions politiques, a toujours été justement de prendre position et contre-position, comme un garde républicain. Tiers-mondiste ou néo-réganien, il y a toujours chez vous la satisfaction d'avoir choisi le revers abrité, la guérite confortable, où la vague des guerres et des exodes ne vous mouille qu'à peine, le temps d'un reportage ou d'une expédition à photographe. La vie par procuration est l'ennemi de la vie, de la passion, de l'humour aussi, que le phrasé et l'ironie froide du second degré tuent sûrement. Génération sans humour, sans originalité, au laborieux second degré, aux politiques par procuration. Comme les meilleurs s'en vont souvent les premiers, Pierre Goldman, mort assassiné, vous a servi de victime expiatoire pour la génération entière. Lui, du moins, y était allé en guérilla, et ne manquait pas d'humour. Il m'en témoignait à plusieurs reprises, notamment à propos de la nouvelle que j'écrivis sur son procès, pourtant résolument comique, et qu'il préférait aux apologies trop bien intentionnées. Pour ne pas vivre au second degré, Pierre Goldman est mort. Nous sommes tous nés, ô congénères, sous une mauvaise étoile, sans doute quelque Sirius ricaneur. Le coassement du corbeau, nous, vous poursuit, résonnant en glas funèbre, glas du reniement, du ressentiment. Renégat, réussite, rétro, tout en cette génération a cloué la porte de l'avenir. Cloué et condamné, non seulement parce que cette élite pseudo-décadente, cynique et plaintive, fait désespérer des 20 prochaines années, mais aussi parce que vous n'avez su que pousser les autres à l'héroïsme dont vous êtes incapables. Empaffer la lune, décrocher les étoiles, foutre l'orage partout. Mettre l'enfer au ciel,
raser les arbres ou bétonner la mer et rigoler. Nucléaire. Et pour rire tout, pour rire. Oh, oh, mauvaise humeur. Oh, oh, mauvaise humeur. Oh, oh, mauvaise humeur. Décorer les dealers, étrangler les oiseaux, bouffer du bébé phoque. Tout salir le ciel bleu, bousiller tout ce qui bouge, suicider les enfants, aplanir les montagnes, engloutir Venise, ricaner intégriste, bavarder Gestapo, conseiller l'arsenic. Et pour rire tout, pour rire. Oh, oh, mauvaise humeur. Oh, oh, mauvaise humeur. Oh, oh, mauvaise humeur. Embrasser les prises électriques, faire des enfants aux putes, applaudir. Les cyclones, le suicide pour seul espoir, les égouts dans la nature, le dégoût dans ma nature. Pardon pour ces visions, c'était un peu de mauvaise humeur.